Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec François. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour parler des légumes vivaces. On a déjà fait une vidéo précédente concernant les légumes perpétuels ou légumes vivaces avec le jardin forêt du Chambon. Ce sera une vidéo axée également donc, sur les légumes vivaces, mais un peu différente avec François, dans un contexte un peu particulier. Peux-tu te présenter et nous en dire plus sur le lieu dans lequel tu cultives? Avec plaisir, Corentin. Mais donc moi j'ai 46 ans, je suis namurois et le terrain ici sur lequel on se trouve, il est situé à Saint-Servais, près de Namur. C'est un terrain qui ne m'appartient pas, c'est un terrain qui appartient à une voisine qui s'appelle Roberte et où depuis 5 ans maintenant j'expérimente pas mal de choses, à la fois dans le domaine de l'autoconstruction, d'habitat léger, de serre, d'autres éléments, mares, etc. Et puis progressivement je me suis intéressé à l'agriculture, et dans l'agriculture, j'ai lâché progressivement les annuels pour aller vers le vivace. Donc c'est un lieu où j'expérimente beaucoup de plantes, à la fois pour mieux les connaître, pour m'en nourrir, pour nous en nourrir avec ma compagne. Voilà en très bref. Alors l'histoire du projet, l'histoire de ce terrain, c'est d'abord qu'on est en contexte urbain, hein, on est à 10 minutes à pied de la gare de Namur. On la voit peut-être en vidéo. Au départ, en fait, moi j'ai acheté la maison qui est située derrière, donc ce terrain ne m'appartient pas. J'ai acheté la maison parce que j'avais un projet professionnel et ça me semblait intéressant pour mes activités d'avoir un espace que je pouvais diviser ou donner de la formation, pas du tout dans le domaine de la perma ou de l'agroforesterie, c'était plutôt dans le domaine de la perma humaine. Et puis, après avoir rénové la maison et avoir mis beaucoup d'énergie à l'intérieur de la maison, je me suis intéressé à l'extérieur de la maison. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce grand terrain, ce terrain qui était complètement différent de ici. Il était d'abord, donc ici on est en orientation sud, mais il était complètement fermé par côté ouest, sud et est par des sapins et des tuyas. Et en discussion avec la propriétaire Roberte, qui a plus ou moins 78 ans aujourd'hui, moi j'ai vraiment senti un appel en fait, une envie d'aller prendre soin de ce terrain, en créant d'abord une petite zone potagère et puis rapidement associé aussi à toute une réflexion sur la question du bâti. J'ai senti l'envie de m'intéresser puis de me former à l'autoconstruction d'habitat léger, ce qui m'a amené à autoconstruire une yourte. Et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à expérimenter dans bien d'autres domaines. Et donc au final, ce terrain, ce lieu, c'est un lieu pour moi d'expérimentation, de test, sachant que je n'allais pas y rester indéfiniment, mais que ça allait être l'opportunité pour moi de préparer un ailleurs. Et un ailleurs étant un projet de rejoindre ou de construire un écolieu. Mais si je reviens ici maintenant à ce terrain, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on est en pleine ville, on est coincé entre une grande chaussée et la voie de chemin de fer Namur-Bruxelles. Il y a un tout petit accès, un petit chemin où on ne sait passer qu'une brouette, mais donc amener du matériel, c'est compliqué. On est plein sud, mais avec de très grands arbres, dont un très très grand frêne sous lequel on est, et c'est un arbre symboliquement très important sur le terrain, même si beaucoup de voisins aimeraient le voir dégagé, parce que ça amène de la crasse, etc. Mais ce frêne, progressivement, il m'a aussi amené à m'intéresser à un travail beaucoup plus subtil avec le vivant, un travail plus énergétique. Donc il y a cette particularité-là, hein, la présence de grands arbres. Il y a le fait aussi que au niveau ensoleillement, on a des zones très différentes. On a la partie basse du terrain qui elle, est très ensoleillée le matin, et puis la partie haute qui est très ensoleillée l'après-midi. Et donc progressivement, de manière autodidacte, j'ai commencé à penser à un design sans connaître la perma, sans connaître les notions de design. Je ne sais pas si le train sera gênant ou pas, on verra. Et donc j'ai naturellement sélectionné une première zone de culture où se trouve maintenant la serre. Et c'est de là qu'a commencé le travail d'aménagement sur le terrain. C'est ce première zone, ce premier élément, la serre, puis sont venus progressivement l'envie en fait d'investir le reste du terrain
avec la yourte. Et puis est venue l'envie aussi d'installer, de créer une mare. Mais comme on est sur un terrain très boisé, ben, je ne voulais absolument pas trop abîmer, en tout cas le système racinaire en place. Et donc j'ai réfléchi à comment excaver un volume de terre et le réutiliser pour aller quelque part créer une mare, mais surélevée plutôt que creusée. Et puis il y a d'autres éléments qui sont venus progressivement, et progressivement aussi l'intérêt de cultiver. Et comme beaucoup, ben, au début, je me suis intéressé essentiellement aux légumes annuels. Et puis j'ai réalisé pendant 2 années, qui étaient les 2 années de sécheresse qu'on a connues il y a 3-4 ans, mais que ça nécessitait beaucoup de soins, que ça nécessitait beaucoup d'eau, beaucoup d'attention. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser aux questions de design de l'eau et à comment, ben, sur un lieu ici, tenir compte des opportunités, du fait qu'il y a des toitures disponibles, des voisins qui étaient OK de proposer, en tout cas que je capte l'eau sur leur toiture, et de designer comme ça, de dessiner tout un design de l'eau, de profiter des différents niveaux du terrain, parce que c'est aussi un terrain qui est assez pentu, pour installer différents éléments, piscine, cuve dans la serre, et puis mare, et de gérer à chaque fois les trop-pleins, nourrissant, alimentant toute une circulation sur le terrain. Alors, dans le design, j'évoquais le design de l'eau. Une de mes préoccupations, parce que j'ai pas beaucoup de moyens, c'était de trouver des solutions low cost. Et ben, il n'y avait pas la possibilité d'amener des cuves ou d'installer, de creuser. Et donc, chez un ami, il y a quelques années, j'ai vu sa piscine autoportante et je me suis dit, mais tiens, ça, c'est une solution assez géniale. C'est pas cher, c'est très solide. J'ai regardé sur deuxièmemain.be et ben, je me suis acheté pour 100 € une piscine autoportante qui n'a pas de trou, qui n'a pas de fuite, qui me permet déjà de stocker environ 8-9 000 litres d'eau. C'est un premier espace de stockage que j'ai été placé sous l'ombre du Grand Frêne, donc pour réduire vraiment la perte d'eau par évaporation. Et à terme, l'idée aussi, c'est de transformer cette zone en zone de culture de plantes aquatiques comestibles. Je commence à les installer, mais j'y vais doucement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est un premier élément du design de l'eau. Ce que je trouve aussi super, c'est de souligner que ben, cette piscine, elle est alimentée pas par ma toiture, mais par 2 des toitures de mes voisins. En tout, je récupère de 4 toitures de voisins. Donc il y a aussi une dynamique sociale qui est là derrière et que je trouve vraiment très très chouette, très positive. Et donc les trop-pleins, c'est toujours une question, faire circuler. Ben, les trop-pleins partent vers la mare et la mare a elle-même des trop-pleins qui font circuler dans le reste du terrain. Et on va suivre ben, les toitures, les 2 autres toitures, elles sont raccordées à des cuves IBC, donc il y en a 5, qui elles me servent de stockage de sécurité, je dirais. Et puis dans la serre, on a encore d'autres cuves IBC qui elles alimentent en fait par trop-plein tout un système de goutte à goutte dans la serre, quoi. Voilà. Alors ici, on est dans la serre. C'est le premier espace en fait que j'ai aménagé au début du projet, il y a 4 ans. Avant de l'aménager, il y a eu un très très gros travail de nettoyage du terrain parce qu'on est le long du mur nord, orienté plein sud, mais donc c'est le mur mitoyen avec les voisins. Il y avait énormément de déchets qui étaient jetés. C'est souvent le cas dans les zones urbaines où on a comme ça des jardins. Donc il y a eu une première année de gros travail de nettoyage. Et la première zone de culture que j'ai définie, c'est cette zone-ci. Donc mise à plat puisqu'on est sur une pente avec des panneaux de coffrage. Et ce n'est qu'une année plus tard que m'est venue, après la formation et l'autoconstruction de la yourte en matériaux de récup, en bambou, qui viennent d'une forêt ici pas loin, la forêt de l'écolieu Champal à Ivoire, pour ne pas le citer. Et c'est après la formation à l'autoconstruction de yourte que je me suis dit, avec ma sœur qui m'aide beaucoup dans les projets perma, ben, que ça serait intéressant de créer sur cette zone-ci une serre, parce qu'on est vraiment en bon ensoleillement,
mais de le faire à nouveau petit budget. Et donc, on est reparti d'une structure bambou et de toiles de chapiteaux événementiels. Et donc ici, pour vous donner une idée, ben, on est sur 60 mètres carrés de serre, qui me permet vraiment tout l'hiver d'avoir une production. Et au total, ça m'a peut-être coûté 800-900 euros, tout compris, tout matériau compris, quoi. Donc dans la serre, il y a différentes zones de culture. Et puis au fond de la serre, il y a mon atelier, parce que pendant la première année, je faisais tous les semis dans la maison, mais à un moment, ça devenait invivable. Et donc j'ai externalisé tout au fond de la serre, dans un petit coin qu'on peut aller voir, quoi. Donc ici, on est dans le petit coin atelier. C'est un peu le bazar, il y a des plants partout. Ici, il y a pas mal de plants parce que je suis en train de créer une pépinière. Pépinière qui est devenue ce qu'on appelle le camp de base Sémisto, de la SBL Sémisto. Mais avant de vous évoquer ça, ben, ce petit coin, en fait, qui n'est pas très grand, hein, parce qu'il fait quelque chose comme 4 mètres sur 2 mètres 50, mais il me permet vraiment de gérer tous mes semis. Et c'est un élément très important pour moi, c'est d'apprendre à gérer la plante de A à Z, de la graine jusqu'à la transformation. C'est quelque chose que j'ai découvert. Moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Je viens des sciences humaines au départ et de la santé. Et j'ai découvert l'importance, le plaisir que c'est pour moi et le sens aussi que c'est que de travailler de la graine jusqu'à l'assiette. Voilà, donc c'est le lieu en tout cas de travail. Ici, il est déjà vidé un peu de sa substance. Il y en a encore pas mal, mais il y a les grosses commandes de la première partie de saison, elles sont déjà parties. Il y a plus de 1500 plants qui sont déjà partis chez des clients de Sémisto, hein, qui profitent de design de jardin-forêt que l'on développe et de clients à moi au niveau du design. Que dire sur ce lieu? Ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'au niveau de la forme, bon, ben, c'est pas nécessairement très esthétique, hein. La bâche, elle forme des piscines naturelles. Mais à nouveau, comme tout principe perma, ben, ce qui est au départ une difficulté ou une problématique ben, devient une opportunité. Et en fait, j'ai progressivement créé des gouttes à gouttes qui alimentent ou qui aspergent enfin qui apportent de l'humidité en fait dans cette serre, qui me permettent aussi de créer des points de stockage et donc de réduire l'énergie que je mets à aller chercher des seaux à l'extérieur. Il y a plusieurs cuves comme ça stockées à différents endroits. Et à nouveau, c'est des solutions matérielles très légères, quoi. Ce fût-là de 250 litres, il coûte peut-être 30-40 euros à tout casser. Alors ceci, c'est un panneau en aluminium, c'est aussi de la récup d'un ancien chantier. Et donc tout ça pour montrer qu'il y a vraiment moyen, avec peu de moyens financiers, ben, d'en arriver de manière significative à produire des plants, à le faire de A à Z, puisque là, en tout cas cette année, c'est la première année où je produis autant. Ben, je suis plus ou moins à 3000 plants produits, gérés, essentiellement en strate basse, étant donné que le terrain ne me permet pas vraiment de partir vers des arbustes ou des arbres, quoi. Donc là, on arrive en fait au point milieu du terrain où j'ai créé cette mare. À nouveau, c'est une mare low cost. D'abord, puisqu'on est sous la canopée de plusieurs grands arbres, c'était hors de question d'aller creuser, le risque étant d'aller abîmer le système racinaire. Et donc ça, je voulais absolument pas abîmer ça. Donc je me suis dit, mais où est-ce que je peux récupérer de la terre? Je voulais avoir un espace où faire des pratiques corporelles, parce que c'est un de mes premiers dadas, de faire du Qigong. Et le meilleur endroit, qui est un peu situé en contre-haut, qui permet le matin d'avoir le soleil qui se lève, c'est devenu une opportunité d'excaver les terres dans cette zone-là, de les utiliser pour créer cette mare. La bâche, c'est aussi une bâche de récup, trouvée à nouveau sur deuxième main. Elle m'a coûté 70 euros, elle fait environ une vingtaine de mètres carrés. Donc ça montre aussi qu'il y a vraiment moyen, à nouveau pour pas cher, de faire quelque chose de très significatif. Au final, ce qui m'a coûté plus cher, c'est les plantes.
Et l'idée étant progressivement de plus en plus, enfin, au début de la création de la mare, je n'étais pas orienté vivace comestible. C'est venu progressivement. Donc les plantes qui sont installées, la macette et d'autres, les iris aquatiques, ben, ce sont des plantes qui, je l'ai découvert par après, pour certaines en tout cas, sont comestibles. Mais depuis 2 ans, là, je mets un focus un peu plus précis sur les plantes aquatiques comestibles. Et ben, pour vous en montrer une, notamment que je trouve vraiment très chouette, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir son système racinaire, hein, le nénuphar. Il y a plusieurs familles nénuphars. Ben, ce qui est comestible, c'est ce que l'on voit là. Hein. Mais évidemment, comme tout vivace, ben, il faut lui laisser le temps de s'implanter, de se développer. D'où l'idée de leur foutre la paix, de leur laisser vivre leur vie. Et puis, une fois que ça se développe bien, ben, d'aller les transférer dans la zone de la piscine au-dessus pour que ça puisse se développer. Alors, autour de la mare, l'idée, c'était aussi de... J'ai fait l'erreur de me dire, mais autour de la mare, ça va être humide. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la bâche, elle est drainante, forcément. Le long extérieur de la bâche, ben, la zone est très sèche. Et du coup, je me suis progressivement intéressé à la gestion du trop-plein pour faire en sorte que tout le débordement qui vient des stockages supérieurs, donc de la piscine, des cuves IBC, mais que la mise à niveau de la bâche fasse que quand il y a trop d'eau, quand on a les fortes pluies, l'ensemble de la zone est inondé. Ce qui du coup permet à l'ensemble des plantations autour d'en profiter avec beaucoup de variétés différentes de menthes, plusieurs variétés de mélisse aussi, quelques variétés d'hémérocalles, et ça, on en vient à un autre sujet qui me passionne, ce sont les fleurs comestibles, et en particulier les hémérocalles, mais ça c'est pour un autre moment de cette vidéo. Donc je parlais du trop-plein de cette mare. Au début, j'ai installé donc un système de trop-plein pour faire en sorte que l'eau, ben, elle continue de circuler et qu'elle parte alimenter d'autres zones du potager. Sauf que je ne l'ai pas fait correctement. Ça s'est désolidarisé, PDM et autres matériaux. Et c'est devenu une opportunité parce que je me suis rendu compte que plutôt que d'envoyer cette eau vers une autre zone qui finalement avait déjà pas mal d'eau, ben, c'était plus intéressant en fait de garder l'eau autour de la mare et de faire en sorte, en étant attentif à ce que le niveau de l'EPDM, de la bâche EPDM soit le même partout, mais que dès que le trop-plein, enfin dès que le volume d'eau devient trop important, et comme on ramasse en fait 4 toitures, donc 150 mètres carrés de toiture, ça fait quand même un beau volume d'eau, ben le tout déborde sur l'ensemble de la zone et arrose donc l'ensemble de la zone avec toutes les plantes que l'on voit autour, qui sont toutes comestibles et qui en 3 ans de temps, au départ de petits plants, ben, se sont vraiment fortement développés. Donc que ça soit les menthes, que ça soit la mélisse, que ça soit certaines variétés de fougères comestibles, que ça soit certaines variétés d'ostas, mais aussi celles que vous avez ici devant, les hémérocalles, qui préfèrent, enfin qui je trouve de mes observations, aiment un peu tous les environnements, mais j'ai l'impression qu'elles se sentent quand même mieux dans des environnements plus humides et plus à l'ombre. Et donc quelque part, voilà, cette mare, elle remplit plusieurs fonctions et elle permet d'apporter de l'eau supplémentaire à des plantes qui apprécient ça, quoi. Alors ici, à côté de la zone mare, ben, on se retrouve dans une zone particulière parce que c'est l'ancienne sapinière côté ouest du terrain. Donc on voit encore les troncs puisque je les ai gardés assez haut pour laisser de la matière sur le terrain. Et évidemment, l'idée, c'était de ne pas évacuer cette matière, le reste des arbres. Ben, tous les déchets sont restés pendant 3-4 ans à composter et ont constitué ce que j'ai mis dans les bacs que vous voyez, qui constituent vraiment un compost très riche. Et puis, pour tenir ces bacs, ben, j'ai utilisé les troncs. À nouveau, récup au maximum. Voilà. Alors, dans ces zones, on voit au niveau culture ben, plusieurs choses. On retrouve de l'asperge,
On retrouve différentes variétés de cannas comestibles, les cannas edulis et cannas indica, différentes variétés de fraisiers. Est-ce que tu peux en dire plus sur les cannas pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette plante-là? Les cannas, ben alors j'ai découvert ça en fait grâce à mon père qui est un passionné de jardinage il y a 5 ans, qui m'a offert une plante dont je trouvais le feuillage magnifique. Il y en a une à ta droite là avec un feuillage plus violet. Je trouvais le feuillage magnifique et puis en été les fleurs sont absolument incroyables. Et de fil en aiguille, en m'y intéressant, comme pour les hémérocalles, ben je me suis rendu compte en fait que certaines des variétés sont comestibles. Alors pour les hémérocalles, c'est le cas de toutes les hémérocalles. La fleur, les fleurs, mais aussi la racine. Et pour les cannas, uniquement pour les variétés indica et edulis. Alors le canna, donc c'est une canne en fait, c'est une tige comme le gingembre. Avec la particularité d'avoir un feuillage soit de couleur vert, soit de couleur violet ou mix avec des taches noires, qui peut monter à des hauteurs très très différentes. Ici, j'ai 7 ou 8 variétés différentes, certaines qui restent assez basses, et puis d'autres qui peuvent monter à 2,50 m. L'idée cette année, c'est vraiment de les tester dans différentes zones, plus sèches, plus humides, plus ensoleillées, plus à l'ombre. Et l'idée, ces variétés sont, en tout cas pour celles que j'ai sélectionnées, sont toutes rustiques à minimum -15. Et ici, en tout cas, sur les 15 années de vie dans la maison à côté du terrain, on n'est pas monté au-dessus de -10. Donc, je verrai, mais avec un bon paillage, je pense que ça peut tenir. Et l'intérêt, c'est vraiment, pour cette plante-là, pour le canna, c'est son tubercule, c'est sa racine qui se développe très fortement si elle est dans un terrain très riche. Et comme le gingembre, elle n'a pas les mêmes propriétés ou le même goût que le gingembre, mais elle va se consommer comme la patate douce ou la pomme de terre, quoi. J'ai évoqué plus tôt que au début du projet, comme beaucoup d'entre nous, je me suis surtout concentré sur les légumes annuels. Et puis petit à petit, voyant l'effort, le volume d'effort que nécessitait le travail en légumes annuels, mon attention a été attirée en particulier lors d'un CCP PERMA à la ferme de Desniers et en particulier par le cours que Pauline de Vogel nous donnait, sur combien les légumes perpétuels, les légumes vivaces ont des qualités incroyables. Alors c'est sûr que leur désavantage, c'est de prendre le temps de s'installer, de se développer, mais quand on leur laisse le temps et l'espace, ils nous offrent en retour beaucoup moins de soins. Et il y a plein d'exemples ici sur ce terrain, mais de fil en aiguille, en creusant le sujet, en me formant, en allant rencontrer des professionnels, c'est notamment Marie Albert de l'horticulture, fantastique pépiniériste que je salue, mais qui m'a parlé d'un ouvrage qui s'appelle Le potager d'un curieux. C'est un livre qui a été écrit il y a environ 150 ans par 2 horticulteurs français passionnés et qui sont partis du constat que en France et donc par extension en Belgique, en hiver, on a extrêmement peu de légumes vivaces rustiques qui tiennent. Ils ont donc contacté le monde entier, ils ont fait un travail énorme pendant près de 30 ans et ils ont comme ça testé et reçu et implanté dans 2 régions différentes, une à Crosne, pas très loin de Paris, et l'autre du côté de la Tour Marliac, à 1h30 à l'est de Bordeaux. Ils ont implanté près de 600 plants venant du monde entier, qui leur ont été envoyés par des collectionneurs, des jardins botaniques, etc. Et ce livre, Le potager d'un curieux, que Marie m'a conseillé, je me suis plongé dedans l'hiver dernier et je me suis rendu compte que malheureusement, en tout cas de ce que j'ai fait comme recherche, peut-être je me trompe, mais malheureusement, il n'y a plus de lieu qui ait gardé tout ce travail qui a été mené par ces 2 horticulteurs il y a 150 ans. Alors il y a différents lieux qui se revendiquent de ce nom, hein, le potager d'un curieux.
Et donc, du coup, j'ai mené toute une recherche cet hiver pour essayer de retrouver une bonne partie de ces légumes et les tester. Toujours dans l'idée, pour moi-même d'abord, d'en connaître un peu plus. Et puis petit à petit, parce que j'ai intégré il y a quelques mois l'équipe de design Semisto, de la SBL Semisto, de proposer aussi aux designers de tester tout ça. Parce que on s'est quand même vite rendu compte que dans le design, il y a quand même très peu de designers qui connaissent vraiment les plantes qu'ils implantent, qu'ils proposent dans le cadre de leur design. Et ça me semblait essentiel de mieux les connaître, de les expérimenter. Je parlais de la semence à l'assiette, c'est vraiment ça, de les gérer dans l'idéal du semis jusqu'à l'assiette. C'est pas possible pour tous, parce que certains semis chez nous ne passent pas, ils ont besoin de températures trop élevées ou de stratification très complexe. Et donc, j'évoquais le canna ou d'autres variétés d'hémérocalles. Au départ de cette lecture et d'autres, j'ai fait progressivement le choix cette année de densifier un maximum ce terrain. Alors, j'ai pas encore fait le compte. On est en train de répertorier, de documenter tout ce travail ici sur ce terrain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un terrain petit. Hein, on est sur 10 arts. Et en réalité, avec l'ombrage des grands arbres, je dirais qu'on est peut-être sur une culture qui fait maximum 5 ou 6 arts. Et donc, je me concentre essentiellement, quasi uniquement, sur les strates basses, quoi. Voilà. Mais donc, l'idée, c'était de tester un maximum de variétés différentes et de partir, pas de n'importe quoi, mais de ce que je consomme au quotidien. Le gingembre, c'est un produit que je consomme au quotidien. Pour celles et ceux qui sont déjà familiers des jardins forêts nourriciers, on parle beaucoup du gingembre myoga, mais il y en a d'autres. Il y a l'Alpinia galanga, il y a encore d'autres variétés que je teste ici. Et on verra progressivement au fur et à mesure des années ce que ça va donner. Et donc l'idée, c'est de tester à la fois pour moi, pour mon expérience personnelle, et puis pour l'écosystème Semisto. Et dans cet écosystème, d'amener aussi un projet qui me tient à cœur, qui fait suite à l'année de stage que j'ai pu réaliser l'année dernière dans le cadre de ma formation en conception de jardin forêt nourricier au sein de Sens Équivoque, qui est une école, je trouve, vraiment exceptionnelle parce qu'elle permet à des chercheurs d'emploi de prendre une année, voire 2 années s'ils font la première année CCP Perma et puis la seconde année Sylvanier, d'aller se former, se spécialiser dans ces domaines. Et de fil en aiguille, je perds un peu le fil de mes idées. Mais bref, au travers de cette formation à Sens Équivoque, j'avais plusieurs stages à faire, notamment un que j'ai eu l'occasion de faire avec Marie et Albert à l'horticulture, d'où ma passion naissante pour les hémérocalles. Et puis un autre stage que j'ai mené au sein de l'ESBEL Semisto, que j'ai intégré. Et donc, j'évoquais le fait que un projet est en train de voir le jour au sein de cette ASBL Semisto, ASBL qui existe déjà depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Et cette ASBL, elle structure ses activités en différents pôles. Et l'un de ces pôles, dont j'assume la coordination bénévole depuis quelques mois, c'est le pôle pépinière-école, où j'ai envie de dire école-pépinière. Je joue un peu sur les mots. On en parlait ce matin avec Marie-Albert. L'objectif n'est peut-être pas encore très clair et on est occupé à le définir en interne à Semisto, mais j'ai envie d'en dire quelques mots. J'ai eu, moi, pendant 6 ans, la chance, avec ce terrain que Robert m'a mis à disposition, de vivre une transition professionnelle et personnelle qui a été compliquée, mais qui a été vraiment facilitée par le travail avec le vivant. Tout le travail que j'ai mené ici est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me réancrer, à me structurer, à retrouver aussi une passion. Et le projet de pépinière école ou d'école pépinière, elle pourrait notamment servir à ça, centré sur le réapprentissage du travail avec le vivant par le biais des plantes comestibles, et en l'occurrence ici, surtout des strates basses, à nouveau parce que l'espace ne permet pas d'aller vers des arbres, ça je le laisse à Corentin et à d'autres. Mais donc l'idée de la pépinière qui est en train de germer, ou de l'école pépinière,
mais elle est à la fois d'aider l'équipe des designers du bureau Semisto à mieux connaître les plans et de potentiellement diviser tout ce qui a été testé ici et de l'expatrier vers leur terrain à eux. Ça, c'est un premier volet. Il y a un second volet qui pour nous était très important et au travers duquel j'ai pris mon bâton de pèlerin ces 6 derniers mois pour aller rencontrer les pépiniéristes, en tout cas certains pépiniéristes. Il y a encore beaucoup de pépiniéristes que je dois rencontrer. Mais l'idée, c'était de rencontrer celles et ceux dont j'entendais parler, celles et ceux dont je me sentais proche, c'est-à-dire celles et ceux qui privilégient le fait de produire et qui font moins d'achats-reventes, qui peuvent en faire aussi, mais dont leur fonds de commerce n'est pas centré uniquement là-dessus. Donc celles et ceux qui, comme moi, sont sensibles aussi à l'idée de travailler du semis jusqu'à l'assiette et à la transformation, donc d'aller vraiment à la rencontre de la plante. Et ça, c'est un autre aspect dans la rencontre de la plante, mais ça m'emmène sur un autre sujet dont j'aurais aussi envie de vous parler, c'est que cette expérimentation-là, elle m'a aussi amené petit à petit à considérer le vivant à l'extérieur de moi, et à le considérer notamment sous l'angle astrologique, c'est-à-dire combien finalement, quand on cherche à prendre soin du vivant à l'extérieur de soi, on se rend compte, et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, que les semis ils fonctionnent mieux à certaines périodes, qui vont beaucoup mieux prendre, connaître beaucoup moins de problèmes de développement si on tient compte de la Lune. Et ça, c'est un autre apprentissage. Et bref, je me perds un peu en circonvolution, mais ce projet de pépinière école, en tout cas, ce que je sens comme envie dans ce projet, c'est outre le fait d'aider les designers de l'équipe Semisto à mieux connaître les plans, c'est aussi, et c'est déjà le cas parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient aider ici sur le terrain, et je les en remercie, c'est de permettre à celles et ceux qui sont en transition, qui veulent une transition vers un monde différent, fondé sur des principes différents, qui accordent une attention au vivant, en nous et à l'extérieur de nous, mais de prendre ce temps pour, dans une dimension pas nécessairement commerciale, donc pas nécessairement poussée dès le départ par un objectif de faire du chiffre, mais de se dire, on a un espace, c'est pas le nôtre, c'est pas le mien cet espace, c'est un espace dont je suis le gardien depuis 5-6 ans, et ça m'apprend aussi à prendre soin de choses qui ne m'appartiennent pas. Et derrière tout ça, il y a toute une série d'apprentissages que j'ai envie aujourd'hui de partager, de transmettre, comme beaucoup d'autres. Et cette idée de pépinière école, elle a envie de faire un peu la synthèse de tout ça, c'est-à-dire à la fois de produire du vivant, mais aussi d'utiliser ce vivant comme un miroir permanent de tout le travail que l'on fait en nous, en tout cas qu'il nous invite à faire en nous. Et donc le projet de pépinière Semisto s'inscrit vraiment dans cette intention-là. Alors j'évoquais le fait qu'il y a aussi eu tout un travail de rencontre avec les pépiniéries, je voulais quand même en dire un ou deux mots en plus. Mais le monde des pépinières, en tout cas, inscrit dans les valeurs que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire qui privilégient la production, qui partent de la semence, qui ne font pas uniquement de l'achat-revente. C'est un monde qui souffre parce que c'est un travail compliqué, c'est un travail qui rémunère très peu ou très très mal. Et donc on s'est dit, mais plutôt que de créer une pépinière, d'abord allons rencontrer les pépiniéristes, allons rencontrer celles et ceux qui produisent les plants que l'on propose aux clients chez qui on fait du design. Allons les écouter, et c'est ce que j'ai fait avec une trentaine de professionnels, plus ou moins avancés dans leurs expériences. Et ce qui ressort clairement, c'est que d'une part, beaucoup d'entre eux ont de grosses difficultés. C'est un métier qui est très ingrat, comme beaucoup d'autres métiers liés à la terre. Et petit à petit, en les écoutant, est venue l'idée de se dire, mais plutôt que de faire notre pépinière dans notre coin, il me semblait, avec l'équipe Semisto, beaucoup plus pertinent de réfléchir à un modèle, et on est en train de réfléchir à ce modèle, de réfléchir à un modèle de soutien, un modèle qui viserait à créer un réseau
une dynamique de réseau en fait entre ces petites pépinières qui galèrent. Trouver un moyen pour nous soutenir les uns les autres entre tous les échelons des professionnels qui interviennent dans les jardins comestibles. Et donc, quelque part, le pôle, en tout cas pépinière ou école pépinière ou pépinière école, on le définira ou pas, on le laissera ouvert, on verra. Mais il développe vraiment ces trois intentions-là. Le travail d'appui et de réseau au service des pépiniéristes qui ont des valeurs que l'on partage. Le test sur ce lieu de camp de base avec la volonté de l'expatrier vers d'autres terrains. Et moi, mon rêve, ce serait que la Wallonie et puis l'Europe, parce que Zemisto travaille, en tout cas, a le souhait de travailler à l'échelon européen, mais ce serait vraiment qu'on arrive à encourager le développement de micro-pépinières locales, attachées, adossées aux ceintures alimentaires urbaines, pour aller travailler non pas en rivalité avec le maraîchage, mais en appui au maraîchage, de laisser aux maraîchers le soin de travailler les annuels, ce qui est un travail très très différent du travail avec les vivaces, et nous de vraiment privilégier le fait de travailler avec les vivaces, et de resensibiliser aussi tout un chacun à combien ça fait du bien en fait de travailler un jardin-forêt, que ce soit le sien ou pas. Combien ça m'aide, moi, profondément à me reconnecter à qui je suis. Ça me fait du bien d'être dehors. Ça me fait du bien aussi de voir toute cette beauté. Je parlais des hémérocalles. C'est aussi un autre aspect que je trouve très important dans les jardins-forêts. C'est la beauté du vivant. Et d'aller bien au-delà que l'aspect consumériste de la plante ou des plantes, mais d'y voir aussi tout ce qu'elle nous apporte sur le plan esthétique, sur le plan spirituel aussi. Et donc voilà, ici on est devant un type d'hémérocale. Alors quelle variété c'est? Mais elles sont numérotées, celle-ci c'est la 43. Pourquoi la 43? Mais parce que j'ai eu la chance l'année dernière de faire un stage chez Marie Albert à l'horticulture du côté de Stas à Mété. Et Marie, parmi toutes ses passions, elle avait notamment la passion des hémérocalles, plus d'une soixantaine de variétés différentes. Et dans le cadre de ce stage, j'ai fait le choix de me concentrer en fait sur cette fleur. Et cette fleur, elle est symbolique pour moi, et ça m'émeut. Elle est symbolique en fait parce que mon père, j'évoquais mon père tout à l'heure, qui est un passionné de jardinage. Je pense qu'une des premières fleurs en fait qu'il m'a offertes pour implanter sur ce terrain, c'est une hémérocale, la fulva, qui est la plus connue. Mais à l'époque, il y a un peu moins de 10 ans, je ne connaissais pas du tout l'intérêt en tout cas la dimension comestible de ces fleurs. À l'époque, ce que je trouvais moi passionnant, qui est fait de la peinture et du dessin, c'est vraiment la beauté, l'incroyable finesse de ces fleurs. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas combien de variétés en tout il y a, mais en Belgique, il y a plusieurs collectionneurs. Il y a notamment Madame de Marsin qui a plus de 250 variétés d'hémérocalles différentes que je vais essayer de rencontrer cet été. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart n'ont pas nécessairement un parfum très fort, mais certaines, c'est ce que Madame de Marsin m'évoquait, ont en particulier les fleurs plus blanches, plus claires, auraient vraiment un parfum très puissant. Et ça, c'est encore toute une dimension, je trouve, dans le jardin-forêt, la question des parfums, qui est passionnante à aller creuser. Je n'en suis qu'au début. Donc ici, on est devant une autre variété que je trouve très intéressante. Nous consommons beaucoup de thé, ma compagne et moi, et je me suis intéressé du coup progressivement à différents feuillages qui permettent de remplacer, enfin d'avoir chez soi du thé. Il y a évidemment le Camellia sinensis, le théier, mais il y en a d'autres. Mais ici, on est sur une variété de chrysanthème comestible, dont la feuille a vraiment... Les fleurs, d'abord, sont vraiment très jolies, et elles ont des teintes allant du jaune au blanc. C'est vraiment très joli. Et puis, la feuille a un goût un peu fenouil, comme ça, que
qui me plaît beaucoup et que l'on peut à la fois consommer cru et en tisane. Il y a comme ça d'autres plantes qui servent de thé. Il y a notamment, on ne le verra sans doute pas très bien, mais le gâtillier ici, qu'on appelle aussi le théier des moines. Alors, si j'ai bien compris son histoire, c'est qu'il est, il est extrêmement piquant et il aurait été consommé par les moines pour couper leurs envies sexuelles. Voilà. Il y en a d'autres. Il y a le théier notamment de Grèce, qui est un peu plus loin, qu'on peut aller voir. Le thé des Grecs plutôt. Donc ici encore une autre variété de thé, ou d'herbe en tout cas qui peut servir comme herbe à thé. C'est le théier des Grecs, hein, ce feuillage très, très épais comme ça, qui ressemble un petit peu à la molène. Voilà encore une autre variété très parfumée, qui me fait, pour moi, penser aux herbes aromatiques que l'on met sur le barbecue au moment de la cuisson. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, quoi. Alors, une autre plante qu'on affectionne vraiment beaucoup, c'est la capucine. Et la capucine, ben, c'est un peu comme toutes les autres. Au début, quand je m'y intéressais, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule variété. Et puis, je découvre qu'il y en a plein de variétés différentes, dont le feuillage a des couleurs différentes, dont les fleurs ont des couleurs différentes. Et on le consomme évidemment pour ses feuilles, pour ses fleurs aussi, mais l'usage que nous, on en fait plus particulièrement, c'est médicinal. On sélectionne en fait les fleurs les plus foncées parce que ce sont celles qui contiennent le plus de propriétés, et on l'utilise en fait comme boostant immunitaire en octobre, novembre, décembre, dès qu'on a un coup de froid. Et donc la teinture mère en fait de capucine ou d'autres, mais en tout cas celle-ci, ben, le principe est très simple, hein. Vous mettez 50% d'eau, 50% d'alcool à 98-99 degrés, ou plus ou moins. Donc vous faites moitié-moitié. Vous mélangez un peu de feuilles, beaucoup de fleurs récoltées un jour plein soleil idéalement pour que l'énergie qu'elles ont captée soit la plus importante. Et 2-3 mois après, ben, vous avez une teinture mère qui est prête à être utilisée pour éviter la consommation de médicaments et vous traiter de la manière la plus naturelle qui soit. Alors, on parlait des cannas tout à l'heure, canna indica ou canna edulis. Mais celui-ci, c'est une des variétés, je n'ai plus son nom en tête. Il est assez bas. Ce qui est assez fantastique, c'est qu'il est déjà en fleurs comparativement aux autres. Il fait des jolies petites fleurs, comme ça, roses, jaunes et rouges. Et moi, c'est une des premières choses qui m'a attiré dans le canna, c'est la beauté de ses fleurs et de son feuillage. On a un feuillage qui est proche de celui du bananier. Il y en a d'autres qui ont des feuillages beaucoup plus foncés ou des mix avec du vert et des couleurs beaucoup plus sombres. Mais au final, pour moi, c'est vraiment la fleur que je trouve absolument magnifique. Et ceci n'est qu'une variété parmi tous les cannas comestibles dont les fleurs sont aussi magnifiques, quoi. Donc là, on est sur une autre variété. Bon, il y a beaucoup de choses devant les yeux là, mais ce dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le chou collard, l'arbre à chou. Alors, il porte apparemment plusieurs noms. J'entends plusieurs choses. Corentin, notamment, m'en évoquait un autre que j'ai oublié. Je trouve que c'est un légume qui est fantastique parce que l'hiver, c'est un de ceux qui continue de produire alors qu'il fait -10. Il y a différentes variétés, différentes couleurs. Celui-ci, c'est un pourpre. Bon, à côté, c'est pas un collard, c'est un daubenton. Celui-là, il est déjà plus connu dans les choux vivaces. Mais il y a aussi différentes variétés, notamment des variétés panachées qu'on retrouve là-bas, de ce côté-là. Et alors, ici, on arrive près du maître des lieux, parce que pour moi, c'est vraiment le légume par excellence.
si je ne devais en garder qu'un, c'est vraiment le chou collard. Regardez ce tronc, il a 1 an, il a un peu plus d'1 an, ce pied-ci. Il fait 1,80 m. Là, il est monté en graines et ce que j'ai appris, c'est que pour les collards, c'est pas le cas de toutes les autres variétés de choux vivaces, mais en tout cas pour les collards, on peut les laisser partir en graines, ils continuent leur vie après et refont du feuillage, moins pendant la période de graines. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un arbre qui peut monter à plusieurs mètres de haut s'il est soutenu. Hein. Bon, ici, il n'est pas soutenu de manière tout à fait adéquate. C'est vraiment du bricolage. Il faudrait que je l'étançonne un peu mieux. Mais j'ai lu que en Angleterre, au Portugal, aux États-Unis, en Californie, là où j'obtiens les graines de départ, en tout cas avec lesquelles j'ai démarré le, les semis ici, ben, ils peuvent monter à 2, 3 mètres de haut. Et leur canne était utilisée pour faire des échasses, parce que ce sont des cannes extrêmement résistantes. Et j'ai cru comprendre que la canne de Charlie Chaplin, c'est une histoire qui est racontée, je pense, dans pas mal d'endroits, mais que la canne de Charlie Chaplin, en fait, aurait été fabriquée avec une canne de chou collard. Pour la petite histoire, voilà. Mais en tout cas, si vous n'avez qu'un seul légume perpétuel à installer chez vous et que en rusticité vous ne dépassez pas ou vous ne descendez pas en dessous des -12, -13, on verra. En tout cas ici, j'ai eu une dizaine de jours à -10 et il se porte très très bien. Et donc comme je disais, moi ce que je trouve fantastique avec ce légume, c'est que tout l'hiver, il produit des feuilles incroyables, d'une taille, d'une saveur, qu'on peut manger cru ou cuit ou en jus. Donc voilà en tout cas pour le chocolat. Et là à nouveau, comme les autres légumes dont je parlais, ben, il y a aussi plein de variétés différentes, quoi. Et donc c'est intéressant d'aller creuser le sujet. Ici on est juste à côté du grand collard là, que je viens d'évoquer, et on voit à peine 2 mètres près, ben, ceux-ci sont absolument pas montés en graines. En fait, ici, on a beaucoup moins de soleil que l'autre. Et donc, c'est intéressant parce que ceux-ci, ils continuent de me faire du feuillage alors qu'on est en plein été. L'autre, il est monté en graines, donc il me prépare les semis pour les années à venir. Et pour en particulier toute l'équipe des Sylvaniers de Sémisto qui bientôt vont venir chercher leurs plants. Puisqu'on a prévu de faire une porte ouverte ici le 18 août et profiter de la journée des potagers ouverts à Namur pour ouvrir le camp de base Sémisto et permettre à celles et ceux qui sont passionnés et intéressés de plantes vivaces comestibles de venir voir un peu ce qu'il y a moyen de faire sur un terrain qui n'est pas très grand finalement, un 10 arts en pleine ville, quoi. On vient de faire le tour du jardin de François. Merci beaucoup pour le temps passé avec nous et toutes les informations. J'ai encore appris plusieurs choses ici en venant ici, dans un contexte bien particulier, hein, parce que c'est dans un contexte plutôt urbain, avec des facteurs assez limitants, une ressource en eau qui n'était pas disponible. Donc il y a eu un gros travail au niveau du design et de l'aménagement qui a été fait par François. Et toutes les plantations aussi, les expérimentations, c'est juste énorme ce qu'on peut planter sur quelques mètres carrés. Donc c'est très inspirant à ce niveau-là. On mettra les liens en bas de la vidéo donc de la pépinière école Sémisto, mais François a aussi une activité sur le côté. Donc là, peux-tu nous en dire plus concernant cette activité? Avec plaisir, Corentin, et merci déjà pour voilà, tous ces jolis mots que tu viens d'évoquer. Avec plaisir, Mais, merci à toi. en fait, moi, j'ai un peu une activité structurée en 3 pôles différents comme indépendant. Il y a un premier pôle qui est de la perma humaine. Et dans ce pôle perma humaine, je développe toute une activité autour du récit de vie en collectivité, et puis une activité d'accompagnement énergétique, notamment avec le human design. C'est un premier volet, perma humaine. Puis il y a un deuxième volet, toujours comme indépendant, qui est plutôt tourné autour du logement, de l'habitat et de l'accompagnement à la rénovation. Mais là, je travaille essentiellement avec des personnes qui veulent apprendre à faire elles-mêmes. On est sur le second pôle, donc quelque part, si je considère le zonage en permaculture, ben j'interviens d'abord au niveau de la zone 00, hein, le porteur de projet, sur le plan
psychocorporel, énergétique et récit de vie, puis sur la zone 0, son habitat, et puis sur les zones de 1 à 5, et donc tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et ça, je le fais à la fois comme indépendant, en dehors de ces mistos, donc en accompagnement de projets de clients qui souhaitent transformer des lieux, des jardins, en espaces nourriciers. Et puis au sein de la SBLC Misto, où là, je travaille à la fois comme designer, mais aussi comme responsable du développement du pôle pépinière ou école pépinière ou pépinière école. Et donc, ce projet-là, ce pôle-là, son ancrage, un de ses ancrages en tout cas, c'est ici. Et dans le cadre de la journée portes ouvertes des potagers pour la ville de Namur, j'ouvre ce lieu, ce camp de base, pour une journée découverte à celles et ceux qui ont envie de venir découvrir le lieu. Je vous inviterai à me contacter par mail, et le lien sera mis quelque part, ici ou là, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter à tout ça. Non, moi c'est très bien, merci beaucoup. Donc on voit que François a quand même plusieurs casquettes, donc il est très investi. Donc venez rencontrer François le 18 août ici à Namur et découvrir son magnifique jardin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes.